Bonjour, Bonjour. Bonjour. bonjour à tous. Alors comme on est en petit comité ce matin, on a remis l'autorisation des micros, des caméras, donc n'hésitez pas à participer. Il y aura d'ailleurs un temps d'échange avec vous. Bonjour. Bonjour Bonjour. Véronique, je crois. Oui. On a aussi Sidonie qu'on ne voit pas et Ève. Voilà, alors je précise que cette réunion est enregistrée, puisqu'en fait, l'idée, c'est aussi de pouvoir la faire vivre au-delà de ce temps d'échange, qui est en fait la première journée des journées nationales d'action contre l'illettrisme de 2025, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'événements aussi par ailleurs et qu'on ne peut pas être partout. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de partager les bonnes idées, les bonnes pratiques tous ensemble. Donc voilà, ce webinaire sera largement relayé après cette journée, notamment pour vos collègues, vos partenaires, vos contacts, qu'ils soient dans la formation ou le numérique, on va en parler. Bonjour Sidonie. Ève également est avec nous. Bonjour. 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 On va peut-être attendre jusqu'à 5 pour démarrer, si vous en êtes d'accord. Je vais partager. Voilà, mon écran. Voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Très bien. Super. Alors bonjour donc à toutes et à tous, et surtout à toutes visiblement. Donc nous sommes aujourd'hui sur un séminaire de découverte, un webinaire de découverte de la démarche Duplex pour l'accès de toutes et tous au numérique. Je remercie mes collègues donc Céline et Victorien d'avoir accepté d'animer ce temps d'échange avec moi, donc, qui suis donc chargée de mission de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour la région Île-de-France. Et donc, j'ai la joie ce matin d'être accompagnée par Céline Mésange. Tu veux dire quelques mots, te présenter? Oui. Eh ben, enchantée déjà. Et donc moi, je suis chargée de mission à la NLCI sur la professionnalisation des acteurs. Et Victorien Lechêne. Oui, bonjour. Donc moi je suis consultant formateur à Élan Pédagogie. Donc, je suis spécialisé dans les questions d'illettrisme, de lutte contre l'illettrisme et de l'électronisme. Voilà, donc deux référents précieux dans nos missions de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme à l'agence. Et donc tout de suite, je vais vous présenter en quelques mots qui nous sommes. Donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme est une agence de mission qui est donc constituée en fait, d'une équipe nationale basée à Lyon. Et ensuite, vous avez des chargés de mission dans chacune des régions hexagonales et ultramarines qui jouent le rôle de relais de mini-agences dans les territoires. Nous avons également intégré il y a 2 ans un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui publie notamment les chiffres dont on va parler aujourd'hui et qui a publié donc jeudi dernier les chiffres de l'illettrisme et de l'électronisme autour de la jeunesse. Puisque c'est la thématique de l'année et notamment des journées nationales, puisqu'en fait, il y a vraiment des problématiques qui sont souvent ignorées au sujet de la jeunesse. Donc, c'est important qu'on puisse en parler pour libérer la parole.
Et enfin, donc notre mission, en fait, elle est en trois pôles, on va dire. C'est la mesure, la coordination et l'outillage des acteurs sur les territoires. C'est pour ça que voilà, vous avez pour la mesure l'observatoire qui travaille beaucoup avec les services statistiques des différents ministères et avec l'INSEE également pour pouvoir mettre en perspective les chiffres qui sont très importants pour faire agir les décideurs et notamment pour aussi les dossiers de financement. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous, si vous avez des dossiers à monter prochainement, de pouvoir utiliser ces chiffres. La coordination des acteurs. C'est notamment la coordination des journées nationales qui commencent aujourd'hui, avec un peu plus de 1700 actions partout sur le territoire, et puis aussi travailler avec tous les acteurs afin que cette problématique de l'illettrisme puisse être plus facilement repérée et accompagnée. Et enfin, l'outillage, donc Duplex fait partie de l'outillage de la NLCI. On va en parler ensemble. Tous les outils qui sont déployés par l'agence sont gratuits et permettent de monter en compétence sur ces sujets. Voilà, cette démarche, on va en parler. Après, vous avez la possibilité de vous former. Ça, c'est une autre partie de la démarche. Mais en tout cas, sur tout ce qui est déployé en premier lieu par la NLCI, c'est en fait financé par nos administrateurs. Alors pour partir sur donc de bonnes bases, si je puis dire, parce que je ne savais pas quelle allait être votre appréhension du sujet, ce matin, on va redéfinir en fait les différentes thématiques, les différentes problématiques de maîtrise du langage. Donc l'illettrisme, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, c'est une personne qui a été scolarisée en France, mais qui n'est pas autonome sur les actes de la vie quotidienne, donc lire, écrire et compter. Et on distingue en fait cette problématique de l'analphabétisme qui désigne en fait les personnes qui ont peu ou pas été scolarisées, du français langue étrangère qui désigne en fait la difficulté pour une personne de devoir apprendre notre langue puisqu'elle a grandi dans un autre pays. Donc les personnes en situation d'illettrisme sont invisibles puisqu'elles parlent le français comme vous et moi, mais néanmoins elles rencontrent des difficultés pour réaliser leur démarche et donc, par exemple, faire des courriers ou accéder, et là, ça va être largement notre propos aujourd'hui, au numérique. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui illustre en fait cette réalité. On voit une personne en fait qui arrive à un guichet et qui demande à ce qu'on lui remplisse son dossier en prétextant qu'elle a oublié ses lunettes, alors qu'en réalité, les lunettes sont bien là, mais elle est même prête à les détruire pour pas qu'on lui demande d'écrire. Donc, c'est un peu le schéma de notre public qui fait tout pour cacher en fait ses difficultés. Donc c'est pas toujours évident à identifier. C'est pour ça que je voulais faire cette alerte ce matin. On parle aussi de plus en plus d'électronisme dans les pratiques professionnelles et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est en fait la situation de rupture avec les outils numériques. Et à l'agence, on parle même de double illettrisme, notamment avec l'approche duplex, on va plus particulièrement s'adresser à ce public qui rencontre à la fois des difficultés en lecture, en écriture et en calcul, donc les calculs, enfin les compétences de base, mais aussi avec le numérique. Et en fait, cette difficulté-là d'accès à Internet et aux démarches administratives est souvent liée à une difficulté avec la langue, en réalité, avec la compréhension de l'écrit. Donc, on parle de double illettrisme dans ce cas, et ça touche beaucoup de monde, comme on va le voir. Alors, sur les chiffres, en fait, ils ont été publiés, ces chiffres sur l'illettrisme en France, donc au mois de septembre l'année dernière, en 2024. Ça représente quand même 4% de la population française qui est en situation d'illettrisme, donc de personnes de 18 à 64 ans. Là, on est uniquement sur la littératie, donc lire, écrire, comprendre ce qu'on lit. Mais ce dont on ne se doutait pas et que en fait, on pressentait, mais on n'avait pas de chiffres sur le sujet, c'est qu'en réalité, l'innumérisme touche 2 fois plus de Français que l'illettrisme. On est à 9% de la population de 18 à 64 ans, donc il y a un enjeu vraiment
sur les mathématiques de base, les mesures, les proportions. Là, on monte à 9% de la population, donc 3 200 000 personnes qui sont en difficulté avec la numératie. Et puis, si on parle des compétences de base dans leur ensemble, donc lire, écrire, compter, on monte à 10,5% de la population française. Donc, ça fait quand même 3 700 000 personnes. Sachant qu'en plus, au-delà de ça, donc on voit sur le petit schéma qu'il y a une partie des difficultés qui se recoupent. On a 26% en fait des publics qui sont en situation d'illettrisme, qui sont également en situation d'innumérisme. Donc c'est souvent des problématiques liées de compréhension des données écrites. Donc en Île-de-France, qu'est-ce que ça donne? Puisque en fait, aujourd'hui, on est entre acteurs franciliens, même si le webinaire était ouvert à tout public. Voilà, donc moi, je suis chargée. Ouais, non, j'entends. Je vois, non, d'accord, pas de souci. Mais du coup, j'ai fait un focus quand même pour effectivement les acteurs franciliens. Donc, qu'est-ce que ça représente sur notre région en termes donc, de population? On est à pratiquement 7 500 000 habitants de 18 à 64 ans. Donc, ça représente quasiment 300 000 personnes en situation d'illettrisme, si on reprend les chiffres qu'on avait tout à l'heure au niveau national. Donc, ça représente pratiquement 700 000, donc 674 000 personnes exactement en situation d'innumérisme. Et enfin, sur les compétences de base, on est à 786 000 personnes en difficulté avec ces compétences de base sur la région Île-de-France. Donc, c'est pas une paille, c'est absolument considérable. Le taux d'électronisme en Île-de-France, alors là, je vous ai remis les chiffres de l'enquête de l'INSEE que vous pouvez retrouver. Donc, elle est publiée en ligne sur toutes les régions d'ailleurs. Elle date de 2021 et là, on a un taux de 12,2% de la population de plus de 15 ans, puisque en fait, le champ de l'enquête illettrisme est un peu différent du champ de l'enquête formation tout au long de la vie. Donc, ça représente quand même un peu plus de 1 200 000 personnes en situation d'électronisme en Île-de-France, avec une particularité pour notre région, c'est qu'on a beaucoup de seniors, ça on s'en doutait, qui étaient en difficulté avec le numérique, mais aussi la deuxième population la plus touchée par l'électronisme en Île-de-France, ce sont les jeunes. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément quelque chose d'intuitif. Un nouveau focus sur la jeunesse. Alors, je vous le disais, cette année, les journées nationales et la campagne sont autour des jeunes, en fait, pour montrer que eux aussi sont concernés par des problématiques en littératie, en numératie. On a 11% en fait des jeunes au niveau national de 18 à 29 ans qui sont concernés par le sujet. Donc, en Île-de-France, notamment, focus sur le test de lecture des journées défense et citoyenneté, que vous pouvez trouver aussi en ligne pour toutes les académies. Donc, les derniers chiffres qu'on a, c'est les journées défense et citoyenneté de 2023, où on sait qu'on a un peu plus de 10,5 des jeunes franciliens qui sont en difficulté de lecture, dont 4,2% en situation d'illettrisme, ce qui représente quand même voilà, énormément de monde. Donc, sur l'effectif francilien, on est à un peu plus de 2 millions en fait, de jeunes de 18 à 29 ans. Donc, on estime qu'il y aurait 220 000 jeunes concernés par des difficultés en compétences de base en Île-de-France. Vous pouvez retrouver aussi les chiffres en ligne à la fois sur les JDC et sur vos chiffres régionaux sur le site de l'INSEE. Enfin, pour finir, avant de passer la parole à mes collègues, je voulais vous présenter la roue des solutions on va dire, de la NLCI, avec un ensemble en fait d'approches et d'outils qui vont vous permettre de repérer et d'accompagner les situations d'illettrisme et dont fait partie Duplex. Donc, on a par exemple EVA, qui est un outil numérique de positionnement des compétences de base et des compétences transversales qui permet voilà,
de façon très simple à travers des jeux, d'évaluer le besoin du public qu'on accompagne. Donc très utile dans l'insertion, les missions locales, même la formation. On vient d'intégrer en plus dans EVA un module numératie qui s'appelle la place du marché, qui permet aussi de voir où en sont nos publics sur ces sujets-là, qui commencent à pas mal émerger. On a donc le pendant Evagile, qui est en fait un outil pour les organisations, à la fois publiques et privées, qui permet d'évaluer en fait le risque d'illettrisme dans les organisations. C'est aussi un outil gratuit, une plateforme. En 15 minutes, on peut faire le diagnostic d'une organisation. Donc ça peut être utile à la fois dans vos organisations, mais aussi pour vos partenaires. Donc, en réponse à Evagile, on a créé la boîte à outils des incontournables, qui est en fait un ensemble d'outils qui permet de prendre en charge, donc depuis le repérage des situations d'illettrisme dans les organisations, jusqu'à la formation et au retour des salariés ou des agents dans l'organisation. Voilà, un outil avec vraiment des choses très pratico-pratiques. On a également lancé, et elle va reprendre en fin d'année, la coopérative des solutions, qui est une méthode d'intelligence collective financée par le Fonds social européen qui permet d'aborder une question d'illettrisme ou d'illectronisme d'ailleurs sur un territoire donné avec un ensemble de partenaires et de construire ensemble une solution pour le territoire. Donc c'est très intéressant comme méthode. On a aussi bien sûr le numéro vert, Illettrisme Info Service, qui est accessible sur tous les territoires, le 0800 11 10 35, qui permet d'avoir une personne au bout de la ligne pour répondre à un enjeu territorial selon le profil de la personne accompagnée. Donc c'est à la fois pour les publics, mais aussi pour les professionnels qui chercheraient une solution. Et enfin, donc, Duplex, pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui, voilà, qui est une méthode dont je vais pas spoiler Céline, je vais la laisser présenter Duplex. Voilà, et on aura une séance de questions-réponses, si vous voulez, à la fin. Eh ben, je prends la suite alors. Alors, j'arrête le partage et je te laisse la Je vais main. partager chez moi. Hop. Juste vous mettre. Hop là. Est-ce que vous voyez bien ou pas, déjà, mon écran? Oui, très bien. Très bien. Ok, super. Donc, l'idée pour moi, c'est de vous faire une petite présentation de Duplex, qui est une démarche qui est portée par la NLCI. Et puis ensuite, je laisserai Victorien, qui lui forme à la méthode Duplex, vous en parler plus dans le détail. Alors, j'avais prévu déjà de vous faire un petit questionnaire. Alors, ça va pas être très heureux parce que j'ai un petit problème d'affichage, mais je vais vous lancer un petit questionnaire. Alors, vous allez voir mon brouillon, mais vous allez voir, vous allez pouvoir répondre à une toute petite question qui est très simple. Hop. Vous devriez voir s'afficher une petite question. Alors, c'est en train de se mettre en route. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc, la question, elle est toute simple. C'est vous, la semaine passée, pour quelle raison vous avez utilisé un service ou une application numérique à titre personnel? Vous avez plusieurs propositions et vous pouvez en choisir plusieurs. Audrey, tu peux répondre également. Victorien également. On n'est pas très nombreux ce matin. Mais vous pouvez répondre à la question. Vous avez la possibilité de répondre, ça fonctionne? Ouais, donc je vous laisse répondre et puis après on affiche les réponses. C'est juste pour prendre un peu conscience ensemble de ce qu'on fait avec le numérique. Je vous laisse 2 minutes. C'est bon, vous avez répondu? Vous avez eu le temps de Oui, répondre il y ou a pas? Ouais, 3 réponses là, apparemment. 3 réponses. Je vous laisse encore une seconde. Allez, je vais afficher les résultats. On va voir ce que ça donne. C'est juste vraiment pour avoir une petite idée. Vous voyez les résultats s'afficher? Oui, tout à Ouais. fait. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très nombreux ce matin, mais en fait, vous voyez qu'on a tous, sur la semaine passée, utilisé des services numériques pour différentes raisons, que ce soit le rendez-vous médical, la démarche administrative, etc.
échanger avec des amis. J'avais mis des choses très différentes, mais l'idée, c'est de juste vous faire réaliser qu'aujourd'hui, le numérique prend énormément de place dans notre quotidien et que c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que vous revoyez toujours ma présentation? Oui. Ouais, Ah, ok. non. Alors, Non, ouais, on c'est bon voit pour vous? toi, mais on voit pas Ah, le vous voyez plus ma présentation, je vous la repartage. PowerPoint. Ouais, Allez, voilà. c'est bon cette Super. fois-ci? Désolée. Ouais. Je vais pas aller dans le détail, mais voilà, cette petite question, c'était juste pour vous faire réaliser que vraiment la digitalisation aujourd'hui, c'est une réalité de notre société, qu'elle touche tout le monde, que ce soit, et puis que ça touche notre sphère privée, mais aussi professionnelle. Et la problématique qu'on a, c'est que on sait aussi que le numérique, il est extrêmement présent, mais comme vous l'a présenté tout à l'heure Audrey, on a pas mal de personnes qui vont rencontrer des difficultés, que ce soit sur les compétences de base. Donc là, j'ai repris le chiffre dont on a parlé tout à l'heure, sur les personnes âgées de 18 à 64 ans, pardon. On a 10,5% des personnes qui éprouvent d'importantes difficultés avec au moins une des 4 compétences de base. Et de l'autre côté, le chiffre que je vous ai mis, il est intéressant aussi, puisqu'on a 37%, alors là, on est sur du déclaratif, mais qui vont déclarer qu'ils ont des compétences numériques faibles, voire inexistantes. Et là, je rejoins le concept dont on parlait tout à l'heure, Audrey, de double illettrisme. Ça veut dire que ces personnes-là sont en double difficulté face à toutes ces démarches au quotidien. Les conséquences, bien sûr, de tout ça, c'est que ce sont des personnes qui vont avoir un manque d'autonomie dans la vie courante. On a une réelle inégalité d'accès aux droits qui se met en place avec cette digitalisation. Et puis, c'est une vraie limitation de l'exercice de son rôle de citoyen. Alors, on pourrait ressortir d'autres conséquences, mais je vous en ai sorti les 3 principales qui me paraissent importantes. Du coup, la NLCI porte une démarche qui est duplex, donc une démarche qui s'adresse vraiment à des professionnels. Duplex, on s'adresse aux médiateurs numériques et aux formateurs. L'idée, c'est de les outiller mieux pour mieux accompagner les personnes en difficulté sur les compétences de base et le numérique. Notre objectif, c'est vraiment, avec cette approche, d'aller vers l'autonomie dans la vie courante des personnes qui sont accompagnées. Et l'idée de la démarche, c'est d'accompagner les professionnels à créer des parcours adaptés à ces personnes. Qu'est-ce que c'est? Alors, je rentre un peu plus dans le détail, mais je laisserai ensuite Victorien aller vraiment plus dans le détail. Duplex, c'est comment on accompagne mieux ces publics. Duplex, ça propose vraiment une démarche dite intégratrice où on va travailler sur l'ensemble des compétences, que ce soit la littératie, la numératie et le numérique, mais on va travailler ça en même temps. C'est-à-dire qu'on va former au numérique et par le numérique, mais sans oublier de travailler les compétences de base. Duplex, c'est une démarche qui se base sur 4 piliers principaux que vous avez à l'écran. D'un côté, un accompagnement humain spécifique, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la personne réellement parce qu'on s'adresse à des adultes. Donc, on va prendre en compte aussi déjà tout ce qui est acquis par la personne. C'est l'idée de vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, être dans des compétences intégrées. On ne va pas former d'abord aux compétences de base et puis ensuite au numérique, mais on va faire tout en même temps. C'est de travailler sur des contenus et des services qui sont simplifiés, ou en tout cas essayer de les rendre accessibles en tant que formateur ou en tant que médiateur. Et puis, c'est travailler à partir de contextes stimulants, c'est-à-dire à partir des besoins aussi de la personne. On parlait tout à l'heure de la prise d'un rendez-vous médical. Ça peut être le point de départ pour créer une session de formation où on va travailler et les compétences de base et le numérique, mais à partir du besoin de la personne également. Ça va pour vous? Voilà. Alors, comment on va déployer? L'ANLCI n'est pas organisme de formation, on ne forme pas directement les gens à la démarche duplex, mais on se base en fait sur un réseau de 21 formateurs qui sont habilités par la NLCI et qui sont formateurs de formateurs, et qui, eux, peuvent déployer des formations sur les territoires pour mieux outiller les professionnels. Je vous ai mis, vous retrouverez dans la présentation, un petit QR code qui vous renverra vers le site de la NLCI où vous retrouverez la liste des formateurs qui sont habilités, et cette liste a été mise à jour la semaine dernière. Donc, c'est vraiment la dernière version. Voilà pour la présentation, on va dire, un peu globale de la démarche. Et puis, je vais laisser la parole à Victorien pour rentrer un peu plus dans le détail avec vous. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez correctement. Parce que je suis avec le micro. Donc, Oui, tout à voilà. fait.
Merci. Donc, je suis voilà, Victorien, comme je me suis présenté rapidement tout à l'heure, je suis consultant formateur indépendant à Élan Pédagogie. Je suis l'un des 21 formateurs référents de la démarche Duplex sur le territoire et je suis également expert associé à France Éducation Internationale. Voilà, ça c'est pour la petite présentation. Alors, ce que je vais vous proposer pour que vous puissiez voilà, vous immerger un petit peu plus, hein, rentrer dans la démarche et la philosophie de la démarche. Je vais vous proposer une petite activité de sensibilisation, quelque chose d'assez interactif. Donc, je vais vous demander de participer par écrit. Donc, il y a la consigne qui est sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc juste les règles de l'atelier. Donc, tout va se passer là en partage d'écran. Et vos réponses, vous allez pouvoir les noter dans le chat. Alors, on n'est pas très nombreux, vous pouvez aussi les proposer à l'oral, mais dans le chat, on peut faire un copier-coller et garder une visibilité, une traçabilité de ce qui a été dit. Mais vous pouvez prendre la parole, encore une fois, vous êtes 3, il n'y a pas de souci, ce sera plus convivial et plus interactif. Donc, je vais vous poser voilà, les questions qui apparaîtront sur les slides et puis je vous inviterai à répondre directement dans la conversation. Voilà. Alors, je vais vous soumettre voilà, un cas pratique. Alors, il y a un peu de lecture, j'espère que c'est suffisamment grand. Donc, mais des personnes qu'on a croisées dans nos sessions de formation. Si vous êtes d'ailleurs, j'ai pas vos profils, peut-être que rapidement, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous faites? Les personnes qui participent. Sidonie Perron, je suis responsable d'insertion pour le Relais Val-de-Seine. D'accord. Donc, on accompagne une centaine de personnes en insertion. Et sur ces centaines de personnes, il y a bien sûr des personnes souffrant d'illettrisme, d'analphabétisme, etc. On a aussi des personnes qui sortent du FLE. Et moi, j'ai la casquette de formatrice FLE, donc je suis quand même pas mal sensibilisée là-dessus. Mais il est vrai qu'en arrivant ici, l'idée, c'est d'accompagner les personnes en montée en compétences et justement de travailler avec eux les différentes compétences en même temps. Et c'est un petit peu l'idée de renouveler les outils que j'ai acquis il y a un certain nombre d'années, mais un petit peu les remettre au goût du jour et les mettre par rapport à ce dont ils ont besoin pour leur insertion professionnelle. Voilà. D'accord. Et Ok. donc, je pense que ça répond totalement à mon besoin. J'espère, on va voir, vous allez déjà avoir une première petite idée évidemment hein, là sur le petit temps de ce webinaire, mais on essaie de clarifier les choses. Merci beaucoup Sidonie. Eve a dit j'ai vu passer qu'elle n'avait pas de micro ni de caméra. Eve, vous pouvez peut-être rédiger dans la conversation rapidement ce que vous C'est faites. Savoir. exactement ce qu'elle a fait Ah, et j'ai pas vu, pardon. effectivement, voilà, pas de souci, je suis là pour ça aussi. Pas de périphérique, mais elle est chargée de projets pour un GIP CFA. D'accord, super. Merci beaucoup Eve. Alors, moi, je suis Véronique Despioches. Je suis du Sud, alors là, je suis de Montpellier. Et je suis formatrice professionnelle pour adultes. Mais avant ça, j'ai fait 39 ans infographiste et surtout, je suis designer UX. Et j'ai appliqué la méthode de l'expérience utilisateur à l'humain durant le confinement. Sur des sans-papiers parce que les associations ne se déplaçaient plus et tout était fermé. Et j'ai constaté que c'était magique d'accompagner individuellement les personnes selon leur expérience de vie. Et j'ai passé mon titre FPA pour justement accompagner. Et je m'intéresse à la méthode Duplex depuis un petit moment dans le Sud, mais je n'avais pas trouvé d'interlocuteur. Et là, maintenant, je suis ravie de participer à cette visio parce que effectivement, c'est tout à fait ce que j'essaie de mettre en place à Montpellier, notamment aussi par l'intermédiaire d'un petit camion itinérant pour aller au plus près des publics qui ne se déplacent plus. Voilà. Donc, je suis très contente d'être avec vous. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Alors, juste entre parenthèses, je crois, vous pouvez vérifier, mais en Occitanie, il y a AMS Grand Sud qui doit être présent et qui a un formateur duplex. Hein. Céline peut-être à confirmer, mais
Vous Oui, avez mais déjà... elle ne m'a jamais répondu, mais je suis quand même avec. C'est pas grave, parce que je suis quand même en contact avec la NLCI, hein, il n'y a pas de souci. Et le CRIA 34 qui m'aide beaucoup, qui va fusionner avec le 30. Mais bon, là, je suis avec tous les acteurs. C'est pas. D'accord. Je suis contente d'être avec vous. Merci. Ah ouais. Merci beaucoup pour ces petits points. Donc, je vous laisse prendre connaissance voilà, du cas pratique. Voilà. Lisez quelques informations. Alors, n'apprenez pas par cœur, hein, il n'y aura que quelques questions en lien avec la situation. Hein. Ce n'est pas du tout une interrogation. On n'est pas sur, c'est pas d'évaluation, que ce soit formative ou sommative, pas de souci. On se détend. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qu'on a plus ou moins rencontrée dans nos passés de formateurs. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais moi j'ai été formateur également pendant de longues années dans un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle. Alors, quand c'est relativement OK pour vous, bah, vous me le dites, comme ça on peut passer à la slide suivante. Je vous laisse un petit temps. Si vous avez des questions hein, sur ce persona, n'hésitez pas, hein, sur ce cas pratique, n'hésitez pas à me les poser. Si c'est bon pour vous, on peut aller à la slide suivante. Oui, super, merci. On va passer donc voilà à la première activité. Voilà, c'est la phase de diagnostic. Hein, c'est ce qu'on fait notamment voilà dans le cadre des formations duplex qu'on peut animer. Hein, mais évidemment, il faut qu'on fasse une analyse de besoin, qu'on repère le besoin, la difficulté pour pouvoir ensuite proposer une solution adaptée au profil de la personne. Donc il y a deux petits temps, vous voyez deux cases avec deux questions. On va commencer par le carré de gauche. Donc, pour que Nathalie puisse utiliser l'application et bien faire ses transmissions, de quelles compétences de base très concrètes, je ne vous demande pas voilà, en un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés, quelles sont les compétences de base concrètes dont elle a besoin au quotidien. Donc, encore une fois, pensez à des choses simples et je vous invite à mettre vos éléments de réponse dans le chat et puis on va faire des copier-coller. Très simple, hein, encore une fois, ne vous compliquez pas la vie. Ça me permet aussi de faire un petit focus hein, sur les compétences de base pour qu'on soit tous, même si Audrey a rappelé tout à l'heure dans sa présentation ce qu'on appelait compétences de base, mais ça nous permet de faire un petit point, une petite révision sur les notions conceptuelles. Victorien, j'enlève le plein écran, comme ça je te mets les réponses dans le slide. Oui, oui, parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, on a déjà voilà, Eve qui nous répond comprendre les champs à remplir dans l'application. Véronique qui nous dit lire, écrire, compter numérique. En effet, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Encore une fois, on n'est pas là pour ça. Et Sidonie, si vous voulez remplir quelque chose. Ça y est, je l'ai fait. C'est bon. Ah, je vois pas. Oui, je vois. Merci, pardon, j'avais pas scrollé. Merci beaucoup. Donc, lecture des mots, chiffres, utilisation d'un téléphone, application. En effet, déjà là, vous voyez bien ce à quoi cherche à répondre la démarche duplex. Et en plus, là, vos éléments de réponse sont intéressants, parce que on est sur un éventail large. Alors, c'est de façon basique, justement, voilà, elle a besoin de maîtriser les compétences de base. Les compétences de base fondamentales, Audrey l'a rappelé tout à l'heure, et Céline en a parlé également, sur lire, écrire, compter. Ça, c'est déjà la première base. Et puis maintenant, voilà, il y a la question du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans justement le numérique. Et je vais aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que le numérique, ça
c'est un peu vaste. Quand on parle d'application, on parle de numérique, bah, on est dans cette culture du numérique pour le coup, mais ce sur quoi nous, on va travailler, c'est sur le développement des compétences numériques. C'est-à-dire qu'on va insister non pas sur l'outil, mais sur l'usage. Les usages que nos publics, nos apprenants ont besoin de maîtriser pour être autonomes. Alors, vous l'avez souligné, il faut évidemment savoir lire, savoir, c'est un bien grand mot, mais on est sur un processus d'apprentissage, voilà, de la lecture, de l'écriture, on est sur de la numératie, ça, voilà, on est sur comprendre. Alors, on est déjà à un niveau un peu méta pour certains publics, sans rentrer dans les différents degrés, les différents concepts, mais l'objectif, c'est bien d'aller vers l'autonomie. Donc, évidemment, cette question de la compréhension et de l'accès au sens, c'est assez essentiel. Donc, la démarche du PLEC, justement, c'est basé sur ces fondamentaux, lire, écrire, compter et développer les compétences numériques pour aller vers l'autonomie. Donc là, vous voyez, si on reprend le cas du cas pratique, pardon, bah là, on doit venir répondre justement de façon simultanée à ses besoins. Parce que, comme ça a été rappelé aussi auparavant, bah là, on ne peut pas dire ah bah oui, tu vas maîtriser la lecture, tu vas maîtriser l'écriture, même si c'est de l'écriture numérique, hein, et puis ensuite, on ira sur l'application professionnelle. Le salarié ne peut pas aujourd'hui, il faut répondre à un besoin immédiat, simultané en termes de compétences et immédiat. Il faut répondre à une urgence. Donc là, vous avez bien identifié ce à quoi cherche à répondre la démarche du Plex. Donc on va progresser un petit peu, donc on va aller au-delà des aspects techniques, parce que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, on a, en fonction des niveaux, on a une dimension très technique pour le coup. L'utilisation, là je parle bien d'utilisation d'une ressource numérique, ça dépend aussi pour beaucoup de la technique, mais selon vous, quel est ou quels sont, voilà, au-delà de l'aspect technique, donc ça c'est le deuxième cas, quels sont les besoins de Nathalie pour qu'elle puisse s'engager dans un processus d'apprentissage? De quoi a-t-elle besoin pour se sentir en sécurité? Donc là, pareil, je vous laisse mettre quelques éléments de réponse si vous voulez, si vous en avez. Là, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, encore une fois, hein. Je vous laisse la parole, écrite pour le coup, mais je vous laisse la parole. Voilà, je vous laisse pareil en mots-clés, hein, il n'y a pas de. Alors, des tests qui lui permettront de mettre en avant ses acquis. On est bien sur la notion de diagnostic. Les tests. Pardon, merci. Merci beaucoup. On a un outil hein, qui existe. Audrey en a parlé tout à l'heure hein, sur le repérage, le diagnostic et le positionnement des compétences de base. Il y a EVA qui existe, qui est gratuit. Je vous invite à consulter l'agence pour accéder à ce service. Alors, Les je me suis échanges. inscrite aux formations. Il y a 2 formations, c'est ça? Pardon. Pour Eva, il y a une formation de base et plus un approfondissement. Alors, je ne suis pas compétent pour répondre. Oui, en fait, sur le site d'Eva, vous avez effectivement des sessions de prise en main qui sont proposées à peu près 2-3 fois par mois, voilà, qui durent 45 minutes. Et effectivement, ils proposent maintenant une deuxième session, voilà, plus d'approfondissement pour gérer les comptes. Après, l'équipe Eva se tient à la disposition de tout le monde pour approfondir l'utilisation et les besoins spécifiques dans vos structures. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, Maintenant, ils sont deux depuis peu, d'ailleurs, depuis la rentrée. Et donc, ça permet vraiment de vous accompagner sur toutes vos utilisations. Ok, merci. Ça répond à votre question, Sidonie. Euh,
Donc là, oui, alors, les tests, voilà, évidemment, le positionnement, les échanges avec la responsable, le bilan, donc on revient à la notion de diagnostic, et puis l'explication et la reformulation. Exactement, ça fait partie des éléments de réponse auxquels on peut s'attendre. Et là, mine de rien, vous avez déjà identifié deux piliers de la démarche duplex. La démarche duplex, on l'a dit tout à l'heure, elle se présente en quatre temps, en quatre axes. Alors, voilà, si vous avez retenu l'intitulé ou l'idée des piliers, c'est le moment, ou sinon je peux faire. Accompagnement humain. Oui, là vous avez. Intégrée, contenu. Voilà, et là vous avez. Contexte. Alors exactement, là vous avez identifié justement, vous avez identifié puis vous avez mis en perspective de façon concrète deux piliers. Les compétences intégrées d'un côté et l'accompagnement humain. L'accompagnement humain spécifique, ça, on n'arrête pas de le dire pour nos publics, et pas forcément que, mais pour nos publics, plus il y a de numérique, plus il y a besoin d'accompagnement parce qu'il faut rassurer, il faut redonner confiance aux personnes. Donc, de façon assez basique, c'est via cet accompagnement, via tout ce qu'on peut mettre en place, évidemment, dans le cadre de sessions de formation, on rentre dans le détail, mais là, voilà, on essaie de faire quelques petits focus, mais voilà, c'est toutes les stratégies que nous, en tant que formateurs, accompagnants, conseillers numériques, nous pouvons mettre en œuvre, nous pouvons mettre en place avec nos publics, justement, pour travailler, pour rassurer, pour mettre en avant cet accompagnement humain, pour aller vers des climats d'apprentissage, des climats de confiance qui vont permettre le développement des compétences. Merci beaucoup, bravo déjà pour cette première petite activité. On va passer à la deuxième slide, enfin pas la deuxième, à l'autre slide, c'est la deuxième de l'activité. Alors, face aux difficultés de lecture et d'écriture de Nathalie, là je vous demande votre avis, comment le numérique, peut-être paradoxalement, pourrait-il devenir un allié? Alors je dis paradoxalement parce que pour certains de nos publics, le numérique, c'est plutôt un obstacle, c'est plutôt un frein, c'est peut-être paralysant. Donc, comment est-ce que ça peut devenir un allié? Et est-ce que vous avez des outils, vous, que vous connaissez, qui pourraient justement venir faciliter le quotidien de Nathalie? Allez-y, soyez libre d'écrire ce que vous souhaitez. La reconnaissance vocale, oui, le GPS, bien sûr, tout ce qui est lié à la dictée vocale aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui avec les outils d'IA qui arrivent sur le marché de façon gratuite. Et peut être aidé par l'audio, voilà, Denis. Je rejoins ce qui a été écrit. D'accord. On peut mettre idem. Idem, il n'y a pas de souci. Voilà, ce sont des bons exemples. Là, vous voyez, vous percevez, et puis vous verbalisez pour le coup, vous notifiez comment le numérique peut dépasser son statut d'obstacle pour devenir un allié, pour devenir un levier d'apprentissage. Alors évidemment, le but n'est pas d'encourager forcément tous nos publics à n'utiliser que la dictée vocale, c'est une compétence. On est sur de la production orale qui nécessite du vocabulaire, qui nécessite d'exprimer, de structurer son propos, mais on peut aller vers d'autres aussi types d'outils qui existent, comme tout ce qui est lié à, comment dirais-je, à la mise au traitement de texte, les aménagements qu'on peut trouver. Là, c'est peut-être pas son cas, mais aujourd'hui, les outils numériques, si on prend le cas du GPS, OK Google, par exemple, Google Maps, c'est un outil très utilisé, très pertinent. Après, il faut essayer d'aller au-delà pour amener à l'autonomie, parce que quand on est dépendant d'un outil, on n'est pas fondamentalement autonome à 100%. Si on est dans le métro, il n'y a pas toujours de réseau. Après, moi, je ne suis pas parisien, je le dis tout de suite. Je suis souvent à Paris, mais je ne suis pas parisien pour autant. Mais je suis certain que dans le réseau de la RATP, il n'y a pas de réseau partout. Donc, ça peut vite devenir un obstacle. Donc, le but, c'est de se servir de cet outil comme levier, justement, au développement des autres compétences. Le repérage spatio-temporel, la production écrite, une production orale avec une vraie personne, une interaction avec une vraie personne pour demander son chemin,
ce genre de choses. Donc, vous voyez vers quoi on peut aller en utilisant le numérique. C'est Céline, je crois, qui l'a dit tout à l'heure. La démarche Duplex a été pensée pour former au numérique et par le numérique, former au développement des compétences numériques en utilisant aussi des compétences numériques pour ensuite aller vers le développement des autres compétences de base. Encore une fois, on insiste bien sur cette notion de levier de tremplin. Et là, vous vous en rendez compte, parce que vous êtes auprès des publics, je ne vous apprends rien. Quand on travaille justement la dictée vocale, ça permet déjà de faire de la remédiation au fil de l'eau aussi sur le message produit. Donc, après, on peut aller sur de l'écrit, où on peut travailler, si on est en session de formation, on peut travailler d'abord sur le message écrit, faire de la remédiation au fil de l'eau, puis aller sur la production d'un message oral, et puis un message oral contextualisé. Parce que ce qui est important aussi dans la démarche Duplex, c'est la contextualisation. On vient répondre à un besoin concret. Je ne sais plus qui, peut-être Sidonie, je crois, qui vient du monde du FLE. Dans cet esprit, on est un peu sur la démarche actionnelle du CE-CRL pour le coup. Mais le but, c'est vraiment de travailler sur des situations concrètes du quotidien de nos publics. Et quand vous travaillez dans l'insertion, des situations pédagogiques liées aux situations concrètes, vous en avez pléthore. Il n'y a pas de souci avec ça. Si on fait autre chose, ça accroche pas, donc ça sert à rien. Donc, oui, clairement. Là, on est sur les fondamentaux de l'andragogie également. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les notions didactiques, mais en effet, il faut les accrocher. C'est pour ça qu'il y a le troisième pilier. Donc, c'est là où on revient. Voilà, c'est aussi qu'il y a, pas forcément dans l'ordre, mais dans le schéma, c'est en 3. On a ce qu'on appelle les situations apprenantes. C'est comment, via les contextes, via les expériences de nos publics, parce qu'ils savent faire des choses. Ce n'est pas parce qu'on est en situation d'illettrisme qu'on ne sait rien faire. Bien au contraire. Il y a d'autres compétences qui sont mobilisées et qui sont parfois excellentes. Donc, le but, c'est aussi de raccrocher ces personnes dans le processus d'apprentissage, dans le processus de développement des compétences de base, numériques compris, au travers de ce qu'ils savent faire, leurs expériences, leurs besoins. Et là, pareil, vous voyez avec les publics que vous accompagnez au quotidien, c'est vrai qu'il n'y a que comme ça. Quasiment, il n'y a que comme ça qu'on peut les accrocher dans un parcours. Parce qu'après, sinon, si ça devient un peu abstrait, ça devient un peu conceptuel, ou détaché de leurs propres préoccupations, de leurs propres besoins, ils ne reviennent plus. Ils sont là une demi-journée, une journée, et puis le lendemain, on ne les voit pas, très très peu. Mais vous voyez comme quoi, là, les outils numériques viennent au service du développement des compétences. Enfin, peuvent venir, parce que là, évidemment, on survole. Merci beaucoup. On va aller à la dernière slide de cette petite activité. Voilà, et là, pareil, je vous demande un peu votre avis pour qu'un accompagnement réussisse. Alors, quel est je ne veux pas être trop restrictif, quel est le plus grand risque à éviter ou quels sont les points de vigilance essentiels pour la responsable de Karine, la responsable de notre ADI? Alors, est-ce que vous avez... il fallait se revenir. Sinon, essayez de sortir du cadre. Grosso modo, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on accompagne des personnes en situation d'illettrisme. Pour justement faire en sorte qu'ils reviennent le lendemain, le surlendemain, le surlendemain. Et là, on peut toucher quasiment les 4 piliers d'un seul coup, en fonction de vos éléments de réponse. Super. Il n'a pas disparu, je prends ma bouteille d'eau. Il faut dire aussi que depuis ce matin, tu as pas mal parlé. On pourra expliquer aussi que tu as fait une brillante intervention à l'UNESCO ce matin. On peut en parler. Je ne sais pas si vous avez fait une intervention, c'est sûr. Mais... D'ailleurs, j'espère que il n'y a pas d'autre, parce que je suis encore à l'UNESCO, donc je me suis isolé, mais j'ai déjà été poussé 2 fois. Et vous ne l'avez pas vu que j'ai changé 2 fois de salle. Non, tu es hyper professionnel. Bravo, Victorin. C'est l'habitude.
Alors oui, voilà, alors je reprends les éléments. Évidemment, la première chose, la stigmatisation, hein, on sait très bien qu'avec nos publics, et là on revient sur l'accompagnement, enfin sur une dimension de l'accompagnement, hein, sur ce qu'on doit dire, ne pas dire, la posture et le positionnement du professionnel au regard de la situation d'illettrisme. Donc évidemment, on essaie voilà, de ne pas stigmatiser, on essaie de valoriser ce qui est déjà acquis, valoriser aussi les intentions de développement de compétences de la personne, par exemple. Alors, voilà, voilà, exactement, on évite d'imposer, hein, c'est là où on revient sur les échanges qui ont été mentionnés un petit peu plus haut, justement pour ne pas brusquer, pour ne pas mettre en situation d'échec encore plus la personne, pour lui rappeler qu'elle est encore en échec, qu'elle ne sait pas. Donc, voilà des petits tips, alors en français, je ne sais jamais comment on dit, donc, enfin, voilà, des petites astuces là, voilà, sur lesquelles il faut impérativement travailler. Il y a, et si là je reviens sur voilà, un pilier qui n'a pas forcément été évoqué ici, mais sur l'accessibilité des contenus. Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas mettre, pour accompagner la personne, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un petit tutoriel qui est fait, par exemple, en méthode Falk, pour ceux qui connaissent, ou au moins facile à comprendre, ou mettre à disposition déjà des outils, mais des outils qui sont accessibles à la fois sur la forme et accessibles sur le contenu. Parce que je vous donne un exemple dans un centre de formation où je suis intervenu il y a quelques années. L'objectif était justement de travailler sur ce point. Ils avaient fait un gros effort pour mettre des PDF accessibles à leur personne, mais comme ils n'arrivaient pas à y accéder, le support il avait beau être d'une grande qualité, si on n'accède pas parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment l'application, parce qu'on ne sait pas comment faire avec son smartphone ou avec son ordinateur, du coup, ça ne sert à rien pour le coup. Donc, il faut vraiment penser ça dans la globalité. Je fais un effort sur un support en Falk, mais il faut que soit je le fais je l'imprime et je le distribue, mais le papier, ce n'est pas toujours pratique, ou alors je travaille avec la personne, avec mon public pour que ce soit accessible. Donc, voilà aussi comment on peut favoriser l'intégration ou comment dirais-je, je ne trouve pas, donc je vais garder intégration. Comment on peut intégrer la personne dans un parcours de formation. C'est plutôt pas mal, je crois que il n'y a plus après la phase 4, il n'y en a pas, je crois. Je me suis arrêté là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc vous avez là, vous voyez, évidemment, on a balayé là je sais pas, en 20 ou 30 minutes, on a balayé l'esprit de la démarche duplex, comment on peut évidemment travailler plus en profondeur dans les sessions de formation sur ces différents points. Mais vous avez déjà une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je sais pas, les collègues, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, des compléments. Non, pour moi, c'est clair, on a bien rebalayé les piliers de la démarche. Bon, merci. Alors du coup, je vais vous présenter là, si vous êtes intéressé évidemment sur une formation à la démarche duplex, hein, alors qu'il n'y a pas de volumétrie spécifique. Hein, si on est sur des temps de formation de formateurs, évidemment, il faut un minimum de 2 jours quand même pour pouvoir rentrer. Je vais vous présenter le parcours de formation type. Hein. Évidemment, ça demande s'il y a besoin, ça demande ajustement, et il y a toujours ajustement, évidemment. Je réponds aux demandes, mais je vais vous présenter comment ça se passe à une formation duplex type avec moi, pour le coup. Avec les collègues, ça doit être sensiblement la même chose. On essaie d'harmoniser les pratiques. Si je pouvais passer à la... Hop, là. Donc, quels sont les objectifs? On revient sur la définition conceptuelle, le cadrage, sur les situations d'illettrisme et d'électronisme, compétences de base. Je pourrais remettre avec aussi la numératie, les distinctions, comme on l'a fait tout à l'heure, avec les situations d'analphabétisme et les flux, l'allophonie, même si on ne rentre pas sur la question de l'allophonie, on ne rentre pas dans le cadre du CECRL, on ne va pas jusque-là. Comprendre les fondements de la démarche, évidemment, pour pouvoir ensuite les appliquer. Et dans ces formations, on est sur formation-action. Il n'y a pas de descendant, peut-être la petite heure là sur le cadrage conceptuel, mais l'objectif, c'est d'outiller les professionnels, quels qu'ils soient, en les accompagnant à produire des livrables. Alors, je reste
relativement large avec cette notion de livrable, parce que les livrables correspondent aux besoins des participants en session de formation. Donc ça, on définit avant. Est-ce qu'il faut travailler sur un support d'activité? Est-ce qu'il faut travailler sur une progression pédagogique? Est-ce qu'il faut travailler sur des scénarios? Là, voilà, on peut quasiment tout envisager. On répond aux besoins immédiats des participants à la session de formation. Identifier aussi des ressources numériques qui peuvent servir de levier en fonction des contextes. Puis évidemment, tout ça est au service de l'engagement et de la motivation des participants, des apprenants. Ce sont les définitions, les objectifs très généraux. Après, on affine au cas par cas en fonction des besoins. Et il y a une dernière, me concernant, il y a une dernière slide. Voilà, donc comment ça se passe? Alors, voilà, il n'y a pas de volumétrie, hein, c'est pas une demi-journée, une demi-journée, une demi-journée, une dernière demi-journée. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, on revient sur les éléments de définition de l'illettrisme, de l'électronisme, les outils, s'ils ne sont pas connus, de repérage et d'évaluation. C'est là où, notamment, on mentionne EVA. C'est là où on peut même faire un petit temps de prise en main d'EVA pour que les professionnels puissent voir. Je crée un compte campagne, je crée une campagne et puis je la diffuse aux participants pour qu'ils puissent prendre en main l'outil. Ensuite, on revient à travers une activité de persona assez souvent sur les spécificités de la démarche. Donc là, j'amène les professionnels à réfléchir déjà sur leur pratique, sur les publics qu'ils accompagnent et puis travailler un petit peu sur le diagnostic, comme vous avez fait très rapidement tout à l'heure. Puis après, j'explique la démarche Duplex. Et après, on va vraiment sur les situations d'accompagnement, quels sont les besoins des professionnels en termes d'intégration, un peu d'analyse de pratique, voir au regard de l'existant si déjà certains duplex existent, ce qui est souvent le cas, comment on peut les améliorer. Quand je dis on, c'est surtout les participants qui améliorent. Hein. Moi, là, je suis facilitateur pour le coup. Je suis dans l'accompagnement. Et enfin, c'est le plus gros des sessions de formation. On produit, hein, on est sur la conception de livrables. Et là encore, le livrable il peut aller de j'aimerais travailler sur un quiz interactif en session de formation, mais je veux qu'il soit adapté, je veux un outil qui soit adapté, je veux que les questions soient accessibles. Donc, voilà, d'une activité avec une trame, on va scénariser un parcours d'accompagnement. C'est très, très large. Là, je et puis les collègues aussi, hein, je pense, les 20 autres, du coup, collègues font sensiblement la même chose. Là, c'est Céline qui pourra me dire, qui pourra confirmer ce point. Et voilà. Alors, voilà, à titre d'information, moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que je fais des sessions de 2023. Donc, ça fait plus de 2 ans que je fais des sessions de formation à la démarche Duplex. Et j'ai fini mon propos. Je vous remercie. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Je suis là pour ça. Allez-y, il faut en profiter, on n'est pas nombreux. Juste la complémentarité entre Duplex et EVA, ou le lien. Céline, tu veux répondre? Ouais. L'idée sur EVA, on est vraiment sur un outil de diagnostic en fait qui permet de détecter les difficultés, alors que Duplex, on est vraiment dans la démarche de formation. Donc, on est sur un outil pour l'aide à la remédiation, etc. Mais EVA va vraiment pointer, donner. Vous pouvez le tester. Audrey, je dis une bêtise, mais on peut le tester, EVA. Hein. Oui, je suis pas sûre. oui, On peut le tout à tester fait. à titre individuel, mais c'est des vrais diagnostics qui vont pointer les difficultés de la personne. On a un module en numératie notamment qui existe. Et ça vous permet, donc on est vraiment sur 2 temps en fait, hein, différents. Et Duplex, c'est vraiment un accompagnement, un outil pour les formateurs et les médiateurs, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'a rappelé Victorien, pour mieux accompagner. D'accord. Ouais, sur les forums et notamment, on sera présent au numérique en commun d'ailleurs, qui a lieu le 17 septembre à Paris. On rencontre effectivement beaucoup de conseillers numériques ou de personnes en situation d'accompagnement des publics éloignés. Donc, Duplex permet vraiment de faire toucher du doigt que le numérique est, j'ai bien aimé tout à l'heure, un allié ou un levier. Moi,
Je parle d'opportunités pour mieux accompagner ces publics en grande difficulté avec les compétences de base, parce que notamment chez France Travail, pour beaucoup travailler avec les agences franciliennes, c'est beaucoup plus facile pour un demandeur d'emploi de dire je suis en difficulté avec le numérique plutôt que de dire je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, envoyez-moi tous les courriers, tous les mails que vous voulez, de toute façon, je n'y comprends rien. Donc voilà, il faut aussi saisir la balle au bon quand quelqu'un nous parle de ses difficultés dans le numérique pour peut-être creuser et le sortir d'une mauvaise passe. Voilà, sur Eva, donc effectivement, vous avez la possibilité, il y a sur le site la possibilité de faire ce qu'on appelle une démo. Je pense que c'est expliqué notamment dans la session de prise en main pour pouvoir le tester entre professionnels d'une même structure. Ça permet aussi de mieux accompagner les publics dans un deuxième temps sur des sessions individuelles ou de trois quatre personnes. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil qui est assez exceptionnel, qui nous permet soit d'orienter quand on est dans l'insertion, beaucoup utilisé, mission locale, école de la deuxième chance, France Travail de plus en plus. Et Duplex, on est effectivement dans l'accompagnement, dans la construction d'ateliers, dans la construction de modules de formation, avec un esprit de transversalité. Et aussi, pour être formé à Duplex, comment, alors concrètement, après, on fait comment? Enfin, vers qui on se dirige? Alors, qui vous voulez de nous trois, en fait? Tout dépend, voilà, quel est l'effectif à former. Enfin, nous, on a déjà plusieurs formations duplex dans les prochaines semaines avec Victorien. Enfin, je dis nous parce que il n'y a pas de formateur sur la région Île-de-France, donc je le fais venir régulièrement. Victorien, on a l'habitude de fonctionner ensemble. Voilà, il faut trouver un lieu. On est sur idéalement 3 journées. Victorien, je te laisse prendre le relais. Oui, là, alors, tout dépend voilà, les publics, hein. Si on est sur de la formation, alors là, voilà aussi, on clarifie les choses. C'est que l'agence a dit tout à l'heure, l'agence ne finance pas ces sessions de formation, pour le coup. On peut voir par contre avec un OPCO, un financement OPCO sur ces sessions de formation. On entre en contact, vous me dites vos publics, si ce sont des formateurs, il faut alors, voilà, au moins 2 jours en formateur. 3, c'est l'idéal. Après, ça dépend aussi des solutions de financement, faut être aussi clair parfois. On va dire que l'idéal, ce serait vraiment dans l'idéal, ce serait 2 jours en présentiel et un temps de retour d'expérience de mise en œuvre en visio, par exemple, sur une demi-journée. Donc là, on serait sur 2 jours et demi et les OPCO 2 jours et demi, enfin, ils ont quasiment tout le temps financé. J'ai eu quasi peu de refus. Donc voilà, on espace, comme ça on laisse le temps aux professionnels, aux formateurs de s'approprier la démarche, de la mettre en œuvre, et puis on fait un temps de retour d'expérience où on voit ce qui fonctionne moins bien, comment on peut remédier à ce qui fonctionne moins bien. Donc voilà, sur 2 jours et demi, avec un temps espacé, on définit ensemble le calendrier. Donc voilà comment ça se passe. Vous pouvez me contacter directement. Audrey vous donnera mes coordonnées à l'issue. Je ne sais pas si j'ai répondu, Sidonie. Bah, après, ce serait pour moi. Oui. Après, je vais me permettre de répondre à. Pour moi, oui. Voilà, je vais me permettre, mais on peut échanger, enfin voilà, sans engagement, hein, on peut prendre un temps en vidéo, voilà, vous me dites ceci, cela, puis encore une fois, ça n'engage à rien, hein, très clairement, on peut échanger sans problème. Je vais répondre à AF qui a mis un message dans la conversation. Oui, j'ai déjà formé dans des CFA. En Nouvelle-Aquitaine et en Normandie, pour ne pas les citer. Il y a un projet aussi avec CFA en Pays de la Loire. Donc oui, pour la première partie de la question, j'interviens en CFA, OFA et autres. Alors, il n'y a pas de spécificité. Alors, si par spécificité, vous entendez discipline, je ne sais pas trop si c'était le sens, il y a
non pas, j'ai fait j'avais des collègues, enfin, donc des apprenants qui étaient de disciplines techniques, d'autres de disciplines plus d'enseignement général. Il y avait des référents aussi, référents handicap qui participaient. Alors évidemment, dans la phase de conception livrable, ils ne font pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes besoins, ce qui est évident. Mais moi, mon rôle est d'accompagner individuellement les participants en session de formation en fonction de leurs besoins. Donc, pour être tout à fait franc, les collègues d'enseignement général, ils ont des besoins spécifiques qui sont liés à leur discipline, donc ils me disent on veut ci, on veut ça. Voilà. Et par exemple, les collègues d'enseignement général, d'enseignement technique, là j'ai en tête un participant qui était maçon, enfin, dans les métiers de la maçonnerie. Et alors, évidemment, il faut adapter le levier du numérique dans ses pratiques. Donc, oui, ses besoins étaient un peu moindres, mais la question de l'accompagnement, il est reparti très satisfait. Parce que justement, comment on accompagne les publics en situation d'illettrisme, il n'était pas forcément formé à ça, il n'était pas forcément à l'aise. Donc, il a pris dans la démarche ce dont il avait besoin pour sa propre pratique. Et des outils numériques, ils en utilisent quand même. Il s'est rendu compte qu'il y a quand même certains outils numériques qu'ils pouvaient exploiter. Donc, vous voyez, la force de la démarche, c'est d'être suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter à différents contextes professionnels, je parle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, hein, pas à titre personnel. Moi, je fais des formations conseiller numérique, médiateur numérique, formateur, des cadres de l'insertion, dans les chantiers d'insertion également, j'interviens. Donc, vous voyez, tout le monde y retrouve son compte sans problème. Alors, évidemment, au préalable, il faut qu'on définisse précisément le besoin du commanditaire. Mais il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez comme réponse, Ève, par spécificité. Sinon, n'hésitez pas à préciser, puis je vous répondrai. Oui, Véronique. Alors, moi, je voudrais vous demander si la démarche, par exemple, par rapport aux apprenants, est accessible sur les téléphones mobiles, parce que en général, justement, quand on est auprès du public SDF, et ils ont tous un téléphone maintenant pour accéder à l'interface numérique. Est-ce qu'il y a des applications de développement ou pas? Est-ce que Des applications en développement. C'est-à-dire des applications numériques. Alors, j'ai cherché, non, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y en a une en développement? Alors, en développement, je n'ai pas connaissance, en tout état de cause. Après, des applications ou des outils au service des compétences de base qui viennent du FLE ou pas, d'ailleurs, il en existe pas mal. Sur le FLE, c'est les voisins du 12 ou du 13, à chaque fois j'ai un doute. Du 12? Vas-y. C'est voisins du 12, à chaque fois j'ai un doute. Voilà, les voisins du 12 qui est déjà très très bien. C'est gratuit, c'est accessible. Voilà, c'est un outil FLE, évidemment, pour les personnes en situation d'illettrisme, il faudrait accompagner justement l'utilisation de cet outil. Mais des ressources, il en existe. Mais même la dictée vocale, hein, le dictaphone, c'est oui, déjà… mais la méthode duplex. Par exemple, la méthode duplex. Je n'avais pas compris. Non, Voilà. excusez-moi, je n'avais pas compris. La méthode duplex ne s'appuie pas sur un outil en particulier. Non. On utilise les solutions existantes qu'on va venir travailler sous le spectre de l'ingénierie pédagogique pour les mettre en œuvre avec nos publics. Mais il n'y a pas d'application duplex. Si c'était ça la question. Oui, c'était ça. Non, je suis désolé, je n'avais pas compris. Les outils, mais également, est-ce que les outils, donc on utilise les outils existants, mais donc est-ce que vous avez des applis? Parce que moi, je suis souvent avec des publics qui n'ont qu'un téléphone et l'ordinateur, il faut vraiment les faire venir pour qu'ils touchent un ordinateur. Donc, est-ce qu'on peut les accompagner? La méthode duplex va nous permettre justement de les orienter sur des applis intéressantes et adaptées. Oui, d'exploiter. Alors, là, je vais vous donner une réponse qui ne va peut-être pas vous convenir, mais encore une fois, comme la démarche s'appuie sur un contexte particulier au regard d'un public particulier, en fait, quasiment tous les outils sont duplex compatibles, quasiment. C'est-à-dire qu'on va utiliser un outil qui vient répondre à un besoin et on va didactiser cet outil pour qu'il soit un levier pour répondre aux besoins de la personne. C'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure la dictée vocale.
c'est parce que c'est assez large, hein, c'est pour ça, on va venir justement didactiser cette ressource en fonction du besoin. Est-ce que j'en ai besoin pour… alors aujourd'hui, et de plus en plus normalement, parce que c'est la directive RGGA là, sur l'accessibilité des services publics, on va pouvoir oraliser des commandes sur les sites administratifs. Ça, vous voyez, c'est comment on va utiliser cette option de je parle et puis ça rédige pour accéder à un site administratif en ligne. Donc là, encore une fois, didactiser, je ne trouve pas d'autres termes, je suis désolé, mais on va exploiter un outil existant pour répondre à un besoin existant. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que quasi tous les outils sont bons, tout dépend de ce qu'on en fait. Et une application, un outil, il répond à ce qu'on souhaite en faire, c'est aussi la force. Avec un marteau, je peux taper sur la tête de mon voisin ou je peux enfoncer un clou. Vous voyez, j'ai deux. Alors, je ne tape pas sur la tête de mon voisin, je vous rassure, et je ne tape pas sur un clou non plus d'ailleurs. Mais vous voyez, on fait de l'outil ce qu'on souhaite en faire d'un point de vue pédagogique. Oui. Par exemple, pour rebondir avec Eva, sur les CFA, moi j'ai deux amis qui sont profs de cuisine, formatrices en cuisine, et qui sont catastrophées parce que déjà, ils n'arrivent pas à lire les recettes, mais surtout dans les quantités. Donc, elles m'ont appelé en catastrophe. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, ils ont comme outil un téléphone. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Ben, attends, je vais chercher parce que là, je sais pas, en fait. Je sais pas. En plus, c'est un public plus jeune que ceux dont je m'occupe d'habitude. Alors, c'est vrai que les applis, c'est quand même ceux auxquels ils répondent le mieux et vers lesquels ils se tournent volontiers, les jeunes. Donc, bon. Après, alors je ne sais pas si ça répondrait à un des besoins que vous exprimez là, mais pareil, là, sur beaucoup de smartphones ou des outils en ligne, sur les outils de conversion, on peut utiliser directement des sites web gratuits, accessibles. Il y a même, je suis sûr, des applications qui existent à destination des jeunes apprentis en cuisine qui va leur permettre de faire des conversions. Mais évidemment, il faut les accompagner vers ça. Voilà, non, mais parce qu'on est pas là pour faire la l'IA place. leur donne les réponses. L'IA leur donne les réponses, ils le savent, ils y vont. Mais de là à ce qu'ils apprennent la règle, c'est une autre histoire. C'est notre responsabilité aussi de formateur pour le coup. Oui. Dans l'aspect accompagnement humain spécifique, compétences intégrées et accessibilité des contenus, il y a aussi notre rôle. Ce que je veux, c'est qu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour les accompagner dans un processus d'apprentissage. Donc, ce sera à nous, en tant que professionnels de la formation, parce que là, il n'y a que des professionnels de la formation, notre rôle, encore une fois, c'est de dire, je sais qu'il y a une application qui permet, sans même aller sur l'IA, parce que ça existait bien avant, il y a des applications qui permettent de faire des conversions. Je vais leur expliquer, mais là, je vais scénariser mon apprentissage de comment on télécharge une application, comment on la met à jour aussi pour des raisons de sécurité, parce que ce sont des compétences numériques, à quelles activités je vais concevoir pour aider mon apprenant à être autonome avec cette application, pour enfin qu'il soit réellement autonome en service, en ligne, en service de cuisine, je parle, pour utiliser l'application. Mais comme on s'inscrit dans un processus d'apprentissage, ce n'est pas en 5 minutes que ça va se faire pour le coup. Je ne sais pas si Céline, tu veux rebondir. Non, mais je suis en train de me dire, effectivement, dans la situation que vous donnez, en fait, toute application, moi je pense à Marmiton, tout bêtement, en fait. On pourrait imaginer des sessions d'accompagnement où on part d'un besoin, mais avec un outil numérique, parce que c'est ce qu'ils utilisent au quotidien. Et on pourrait aller imaginer toute une session où on va même leur faire produire une recette et pourquoi pas la publier. Et c'est là où on parle d'intégration. Alors là, je vous le fais rapidement, hein, ça paraît facile comme ça, mais on pourrait imaginer d'être dans la réception de ce dont ils ont besoin à partir d'applications réelles et existantes, voire aller jusqu'à la production. Donc, je rejoins Victorien dans ce qu'il disait, c'est-à-dire que tout outil peut être utilisé dans la démarche du Plex. En fait, on s'appuie vraiment sur le réel. Moi, je peux vous donner un autre cas, peut-être pour illustrer ça, dans un centre de formation où j'ai des collègues qui ont créé toute une séquence vraiment de formation pour des personnes en difficulté sur les compétences de base à partir de Doctolib, puisque leur besoin, il était là.
elles sont parties vraiment de l'application, de sa prise en main, pour en sortir tout un travail sur le vocabulaire de la santé, mais aussi comment je me repère sur l'application, comment je prends vraiment un rendez-vous, etc. Donc on travaille tout et on part du besoin de la personne. Je ne sais pas si ça répond à votre questionnement, hein, mais... Si, parce que enfin, moi, en UX, c'est ce que je fais. Mais je voulais savoir si justement des applications ne pourraient pas être développées justement euh, où on en était au niveau développement d'applications. Voilà, c'était ça ma question en fait. Ok. Et oui, je sais qu'il existe énormément d'outils. Et oui, moi, je m'appuie dans le public, par exemple, de femmes en alphabétisation pour les intégrer au travail sur le site de France Travail, par exemple. Oui, 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 bien sûr, oui, je comprends bien la démarche. Mais voilà, c'est simplement pour savoir où on en était au niveau des applis numériques. Mais Non, voilà, là, non. À ma connaissance, il y a pas d'appli, il y a pas de projet non plus d'application duplex, a priori. ok, merci. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils, mais pour nos publics, il n'y a rien d'autoportant en fait. Tout ce qui fait la différence, c'est l'accompagnement et la qualité de cet accompagnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et si vous recherchez spécifiquement des outils pour votre public, sachez que sur tous les territoires, il y a des hubs. Il y a du hub numérique, ouais, vous en avez un en Occitanie aussi, qui justement déploie plein d'outils gratuits, des jeux pour accéder justement aux plateformes numériques. Il y a énormément de ressources gratuites avec des guides sur la parentalité numérique, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Hub ou à contacter les professionnels. Oui, d'autant qu'en Occitanie, en fait, pour la petite histoire, on a quand même le double des chiffres nationaux, surtout Oui, en illettrisme. Voilà. Donc bon, on est les premiers pour une fois. Dommage. non, je vous rassure, il y a les territoires ultramarins qui sont bien Oui, devant. oui. Mais Merci. bon. Sidonie, il y avait une question, je crois. Oui, je me suis rendu compte là de plus en plus, les gens sont réfractaires quant à passer des tests de niveau ou faire un diag Oui. pour qu'on puisse les accompagner et aussi certains qui refusent de dire qu'ils souffrent d'illettrisme. Même ne pas utiliser le mot illettrisme, c'est pas ça le principal, mais qu'ils aient des difficultés. Et nous, dans notre accompagnement, on perd du temps parce qu'on est quand même dans la production et l'insertion fait partie intégrante puisque derrière, on doit les repositionner sur un emploi pérenne, mais on doit travailler sur les freins. Et des fois, on se rend compte au bout de quand même 2, 3 mois qu'il y a un problème d'illettrisme parce que les personnes sont réfractaires. Et comme tout à l'heure dans les exemples que vous avez donnés, j'ai oublié mes lunettes, j'arrive pas à lire, etc., etc. Donc beaucoup de choses. Et l'idée, c'est vraiment, je suis dans la réflexion avec mes collègues, c'est comment faire passer le message en dédramatisant, en disant, c'est pas grave, vous avez une difficulté. Enfin, c'est pas grave, on peut vous accompagner, mais soyez ouverts à cet accompagnement. N'hésitez pas à nous le dire. C'est un petit peu, ils ont peur du regard des autres si jamais ils le disent. Et, euh, Complètement. et on va Complètement. avoir, enfin, il y a un travail dessus à faire et on est en réflexion. C'est pas surtout moi puisque je vais porter je porte le projet. C'est comment apporter, enfin, dire, enfin, de dédramatiser en disant oui, il y a une difficulté, mais on va travailler dessus. Et Alors, c'est un petit peu, on est en plein dans le cœur du sujet en ce moment avec les journées nationales. C'est l'objectif, en fait, de donner un coup de projecteur sur ces difficultés pour qu'on sache qu'on peut se faire accompagner. Alors, vous avez différents leviers. Je pense, à mon sens, le plus intéressant, ce serait de faire témoigner une personne ou de leur diffuser une vidéo d'une personne qui parle de ces difficultés sur l'illettrisme. Vous avez notamment demain une grande soirée sur France 2 avec justement des personnes en situation d'illettrisme qui vont témoigner de leur parcours, de leurs difficultés. Vous avez Kenji aussi, Kenji Girac, voilà, qui est le porte-parole de l'illettrisme actuellement, qui ose en parler et qui dit plus on en parlera, moins les gens auront honte et accepteront de se faire accompagner.
vous pouvez organiser une projection débat, un jeu aussi. On a créé un jeu de cartes qui s'appelle En parler, c'est avancer. Vous pouvez les faire jouer avec ces cartes pour justement pas stigmatiser et puis libérer la parole sur le sujet. Il y a vraiment 50 façons d'y parvenir. Et puis si on a une qui marche pas, on essaye une autre. Oui, 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 mais c'est vraiment dire, bah, c'est pas grave. Enfin, on est là pour ça, on peut mettre des choses en place, mais Bien sûr. encore, l'idée, c'est, ils ont vécu avec, certains, j'ai vécu avec ça, tout au long de ma vie, puisque c'est quand même des adultes. Je vais Oui. continuer, puisque j'arrive à m'en sortir. Et c'est comment dire, mais oui, mais derrière, enfin, ils ont des enfants, comment accompagner les enfants, le dialogue avec l'école, le dialogue, parce qu'ils se retrouvent quand même dans une certaine difficulté, puisqu'ils sont dans l'insertion. Donc, comment leur dire, bah, oui, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Enfin, Ouais, il faut leur montrer des exemples de personnes qui en sont sorties, qui acceptent de témoigner de leur parcours. Donc voilà, on peut voir ensemble. Moi, j'en connais pas mal qui témoignent et on peut aussi, voilà, si on veut commencer à petits pas, diffuser un témoignage sur la page YouTube de la NSCI. Vous en avez plein, avec plein de profils différents. Et déjà, voilà, libérer la parole de cette façon ou faire voilà, une séance d'échange autour du jeu de cartes notamment. Voilà, il y a plein de solutions. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à me recontacter pour qu'on puisse en discuter. je vais envoyer un petit mail avec mes coordonnées. D'accord, parfait. Très bien, merci. Ouais. Moi, c'est Audrey, je peux juste compléter la réponse peut-être aussi Oui, sur bien sûr. la posture dont on parle dans Duplex, où l'accompagnement humain paraît hyper important. Et Oui. parfois, le déclic, bien sûr que la personne ne pourra pas dire qu'elle est en difficulté comme ça facilement. Mais parfois, c'est en trouvant un petit peu le déclic, c'est-à-dire trouver ce qui va donner envie à la personne d'apprendre et peut-être des fois de décaler le problème. C'est pour ça aussi que dans Duplex, on parle du numérique, parce que parfois, l'entrée par le numérique est plus simple de se dire, ben moi, j'arrive pas, vous parliez d'accompagner les enfants à l'école, c'est compliqué pour moi de suivre les devoirs. C'est peut-être cette entrée-là qui va faire que ça débloquera et la parole, mais aussi l'envie d'apprendre. Et l'accompagnement humain, pour moi, c'est vraiment ce qui va faire, et dans la formation, dans le suivi, qui va faire qu'à un moment, la personne pourra parler vraiment de ses difficultés. Et je rebondis sur Eva. Eva, vous parliez des diagnostics, enfin de faire des bilans, etc. C'est compliqué parce que c'est parfois très scolaire. Eva est très ludique et ludifiée pour le coup. Et je pense que ça aide vraiment les personnes à rentrer aussi dans ces diagnostics sans que ce soit un rappel à de très mauvais souvenirs scolaires. Oui. Donc voilà. Enfin voilà, c'est pas. Il y a plein de pistes à explorer, mais c'est vraiment la posture du professionnel qui va aider, qui lui peut détecter les signaux, mais qui pourra pas, enfin qui pourra enclencher l'envie d'apprendre chez la personne par petites étapes en fait. Et pour rebondir sur Eva, moi je l'utilise beaucoup en Île-de-France avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec des jeunes qui sont très cassés, qui sont décrocheurs. Et on a été vraiment étonnés par la façon dont les jeunes ont adhéré à Eva tout de suite en disant mais j'ai pas vu le temps passer, tiens, c'était formidable, j'ai passé 1 heure sur mon ordinateur et je pensais pas être capable de faire tout ça. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment un outil qui est adapté pour les publics éloignés. Super, merci. Voilà, et ben avec plaisir. Merci de vous être connectés ce matin. Alors, on a une petite question, je dois vous quitter. Bah, merci Ève, au plaisir. J'ai mis également dans la conversation le lien vers les chiffres de l'observatoire qui viennent de sortir, si ça peut vous intéresser et vous aider. Merci. Ben, merci beaucoup, messieurs, dames. Je vous ai envoyé un petit mail avec mes coordonnées, puis je reviendrai vers vous, Victorien, Quand, par quand la vous, suite. quand vous souhaitez, il n'y a pas de souci. On échangera avec plaisir. Mais merci beaucoup à vous. Merci, bonne continuation, à bientôt. Au revoir. Merci. Ouais, Bonne bonne journée. journée. Merci.
Véronique, vous êtes figée.